Grande villa, voiture de luxe et voyages partout dans le monde, c'est de cette manière que l'on peut définir le niveau de vie des plus grands noms du sport, toutes disciplines confondues. Très rares sont les sportifs de haut niveau à avoir le privilège de vivre de leur passion tout en gagnant extrêmement bien leur vie. Beaucoup rêvent de leur situation, faut dire que leurs publications sur les réseaux sociaux peuvent facilement donner envie, mais parmi ce cercle très fermé d'athlètes multimillionnaires et populaires, certains ont perdu la face, voire même complètement vrillé, et ont fini par tout perdre. C'est par exemple le cas de Boris Becker, un tennisman de renom, après avoir commencé à jouer très jeune en Allemagne, a rapidement marqué l'histoire du tennis en devenant le plus jeune joueur à avoir remporté un tournoi de Wimbledon. Il avait seulement 17 ans, c'est dire. Il a accumulé un palmarès impressionnant tout au long de sa carrière avec 6 titres du Grand Chelem, dont 3 Wimbledon, un US Open et 2 Open d'Australie, en plus de plusieurs titres de Master. Forcément, toutes ces victoires, ça lui a fait remporter gros. Il est devenu millionnaire à un jeune âge et très vite, il a développé des habitudes de dépenses plutôt excessives. Il se faisait plaisir constamment via des dépenses très salées sur des voitures, des voyages et des biens immobiliers, très souvent sans vraiment considérer les conséquences financières à long terme. Et le truc, c'est qu'à cette période, Boris était au top de sa carrière. Son compte bancaire ne cessait de se remplir grâce à toutes ses victoires et aux revenus de ses sponsors. Pour lui, il n'y avait aucune raison de penser que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors, il a dépensé sans compter pendant des années et en fin de carrière, sa fortune personnelle était estimée à plus de 100 millions d'euros. Une somme très largement suffisante pour vivre dans le confort et le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Quand je vous dis qu'il a fait des dépenses incompréhensibles, je pèse mes mots. Il a acheté des villas paradisiaques pour plusieurs millions d'euros avec un retour sur investissement quasi nul pour au final ne jamais y habiter. Mais de toute façon, peu importe le montant qu'il dépensait, il le regagnait toujours. Enfin ça n'a duré qu'un temps et très vite, les problèmes ont commencé à affluer. Après 7 ans de mariage avec sa première épouse Barbara Feltus en 2001, le groupe a divorcé à cause de l'infidélité de Boris. Quelques années plus tôt, dans un restaurant de Londres, il a eu une brève liaison avec le mannequin russe Angela Ermakova, et cette relation a conduit à la naissance d'une fille du nom d'Anna en 2000. Initialement, il avait nié la paternité, mais après un test ADN, il a dû reconnaître Anna comme sa fille. Le procès était très lourd et Boris Becker a finalement été condamné à verser une pension alimentaire très importante à son ex-femme Barbara, qui a elle récupéré la garde de leurs 2 enfants du nom de Noah et Elias lors de la procédure de divorce. Entre le test de paternité, la pension alimentaire et son train de vie qui ne collait plus du tout avec ses revenus, Boris Becker commençait à sérieusement vriller. Mais c'est loin d'être fini. Plus d'une décennie après cette affaire, le 1er juin 2017, Boris Becker est déclaré en état de faillite personnelle. La cause ? Une dette s'élevant à près de 60 millions d'euros. Il avait emprunté plusieurs millions de livres sterling à une banque privée britannique pour financer des investissements notamment dans l'immobilier, mais il n'a pas été en mesure de rembourser ses prêts. Ces dettes se sont ensuite accumulées à cause de mauvais placements, mais aussi à cause de son train de vie très onéreux. Bon, le truc c'est que au lieu de payer sa dette, Boris s'est enfoncé dans l'illégalité. Il a tenté de dissimuler près de 2,5 millions de livres sterling d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes, mais c'est pas tout. Il était aussi accusé de ne pas avoir respecté ses obligations de divulgation d'informations bancaires et il risquait pas moins de 7 ans de prison. Ouais, pour le coup c'est salé. Pendant son procès en avril 2022, il a été reconnu coupable de transfert de centaines de milliers de livres sterling de compte à compte illicites. Il a aussi été accusé de ne pas avoir déclaré une de ses propriétés en Allemagne, d'avoir caché un emprunt à hauteur de 825 000 euros, d'avoir dissimulé des parts dans une société, tout ça en plus de ce que je vous ai cité précédemment. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, il faisait face à 24 chefs d'accusation. Le 28 avril 2022, il est déclaré coupable à Londres de 4 des 24 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Ouais, 24, comme je vous disais, ça fait beaucoup. Il a été transféré derrière les barreaux pour purger une peine de 2 ans et demi, mais finalement, il y est resté que 8 mois. Ouais, quand même, il est passé de tennisman professionnel de renommée internationale pesant plus de 100 millions d'euros à cinquantenaire en faillite, prisonnier dans une cellule entourée de criminels. Niveau Glowdown, on est pas mal là. À sa sortie de prison en décembre 2022, Boris a été immédiatement expulsé du Royaume-Uni où il avait purgé sa peine. De retour en Allemagne, il a donné plusieurs interviews pour exprimer sa volonté de se reconstruire. Après, pour le coup, il avait pas trop le choix quoi. Il a repris ses activités en tant que coach et il a aussi travaillé sur un documentaire complet nommé Du tennis à la prison. Et depuis le mois d'avril de cette année, Boris n'est plus en faillite. Ses avocats ont réussi à trouver un accord avec la justice britannique pour clore la procédure de faillite. En bref, il s'est partiellement reconstruit, mais financièrement, il est désormais bien loin de sa fortune à 9 chiffres qu'il possédait il y a plus de 20 ans. Des sportifs reconnus qui ont investi leur argent de manière improbable, croyez-moi, il y en a plus d'un. Ok, lui c'est Antoine Walker, un ancien basketteur professionnel qui a notamment évolué en NBA de 1996 à 2008.
Comme vous pouvez le voir sur ses archives, c'était un ailier fort avec un jeu très polyvalent. Sur le terrain, il brillait de par sa technicité et financièrement, faut dire qu'il s'en sortait franchement très bien. Boston Celtics, Dallas Mavericks, Miami Heat, Atlanta Hawks ou encore Minnesota Timberwolves, il a joué dans un très grand nombre d'équipes en NBA, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Antoine, c'était un joueur très talentueux, mais il manquait de régularité. Parfois, il pouvait dominer un match, tandis qu'à d'autres moments, il prenait mauvaise décision sur mauvaise décision. Il était souvent reproché de tenter des tirs à 3 points à longue distance de manière irrationnelle, même quand ça n'était pas du tout bénéfique ou nécessaire pour son équipe. Cette inconstance, elle a pas mal frustré ses entraîneurs, ses coéquipiers et ses fans, mais quand il réussissait ses coups, clairement c'était un monstre sur le parquet. Bon, ses 12 ans en NBA, elles lui ont rapporté un petit peu d'argent de poche, environ 110 millions de dollars. Ouais, les contrats en NBA, ils sont plutôt généreux. Et le truc, c'est qu'Antoine, il ne vient pas d'une famille riche. Il a grandi dans un environnement modeste à Chicago, il a été élevé par une mère célibataire qui a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, et il s'est souvent exprimé à ce sujet dans les médias. Grâce à ses premiers contrats en NBA, il s'est mis à gagner énormément. Il est passé de presque rien à plusieurs millions en un éclair. Et ce genre de situation, ça en fait vriller plus d'un. En venant de milieux très pauvres, quand on a des opportunités de réussir, on aime dépenser et prendre du bon temps. Quand je suis arrivé dans la ligue, mon premier contrat était de 1,6 million de dollars. J'ai tout de suite acheté une maison à ma mère de 400 000 dollars, mon appartement à 300 000, puis 2 voitures, et après vous devez vivre. J'avais des dettes dès ma première année. Bon, dans un sens, ça se comprend facilement. Après une enfance pas facile rythmée par le manque de moyens, je peux comprendre qu'il ait rapidement eu l'envie de dépenser ses premiers salaires sans épargner le moindre centime. Clairement, je pense qu'on l'aurait tous fait. Mais le problème, c'est que peu à peu, il est tombé dans le même biais de penser que Boris Becker. Il a très rapidement pris ses gros salaires et revenus comme acquis, tout en optant pour un train de vie bien plus luxueux sans se soucier de son avenir. Au lieu d'investir intelligemment, son argent partait dans des plaisirs spontanés. Voyages, voitures, villas et j'en passe, vous connaissez le topo. D'ailleurs, je préfère faire un disclaimer, histoire qu'on se mette bien sur la bonne longueur d'onde. Le problème avec tous les athlètes présents dans cette vidéo, c'est pas le fait qu'ils ont profité de leur argent en optant pour un mode de vie luxueux. Leur patrimoine, ils l'ont obtenu à force de travail, et clairement, ils avaient tous largement assez de côté pour se permettre quelques folies. Mais le problème, c'est qu'ils ont absolument pas dosé. Ils sont devenus dépendants de la dopamine générée par leur carte bancaire, et on se rend peut-être pas forcément compte, mais avec des goûts de luxe, 100 millions, ça peut partir très vite. Le truc c'est qu'Antoine, il gagnait tellement bien sa vie qu'il avait cette impression que jamais il n'allait retomber dans la précarité. Mais c'est vraiment après avoir pris sa retraite que les choses se sont vraiment compliquées. Ces 110 millions qu'il avait gagnés tout au long de sa carrière, il les a dilapidés en seulement 2 ans. Je pensais être à l'aise pour le reste de ma vie. Mon histoire est triste. C'est triste de voir des gens travailler dur dans leur vie pour tout perdre en 2 ou 3 ans. Comment a-t-il perdu la quasi-totalité de son patrimoine en si peu de temps? Les raisons, elles sont plutôt tristes. Déjà, faut savoir qu'Antoine, c'était quelqu'un de très généreux. Selon ses propres dires, il aurait aidé pas moins d'une trentaine de personnes durant sa carrière, que ce soit des membres de sa famille ou encore des amis. Il a offert des maisons, des voitures et une grande aide financière à ses proches dans le besoin. Il savait ce que ça faisait de vivre dans la précarité et il n'hésitait pas à donner dès qu'il le pouvait. Franchement, c'est très honorable, mais vous me voyez venir. Avec le temps, beaucoup se sont rapprochés d'Antoine par intérêt et de son côté, il donnait de plus en plus. Je leur donnais tout ce qu'ils voulaient et je les gâtais. Je suis devenu un distributeur de billets tout au long de ma carrière. Comme je vous le disais plus tôt, il pensait qu'il avait suffisamment coffré pour ne jamais retomber dans la précarité. Il voulait en faire profiter tous ses proches, mais certains profiteurs en ont clairement abusé. Bon, ça, ce n'est pas la seule et unique cause de son endettement, loin de là. Mais pour ce qui est du reste, c'est assez flou. Outre ses dépenses très extravagantes, sa générosité et le fait qu'il n'était pas financièrement préparé pour sa retraite sportive, il a aussi développé une forte addiction au casino. Addiction, casino, dans la même phrase, ça fait pas bon ménage. Il a dépensé énormément dans des jeux d'argent, comme pour tenter de regagner les sommes qu'il avait précédemment perdues, et il était poursuivi depuis plusieurs années par les casinos de Las Vegas qui lui réclamaient de grosses sommes. Mais le truc, c'est qu'au lieu de les régler, il s'est mis à leur envoyer des chèques en bois pour payer ses dettes, avant de disparaître des radars. Bon, le truc c'est que rapidement le poteau rose a été découvert et la justice a fini par le rattraper. C'est clair que quand tu dois autant d'argent, généralement on te retrouve. Il s'est fait arrêter en 2009 et au tribunal, il a plaidé coupable. Sa sentence, 770 050 $ à reverser au casino concerné. Bon, là ça commençait à faire beaucoup, son argent a littéralement fondu au soleil pendant cette période. Il a même tenté un retour à la compétition en D-League, une ligue de développement de la NBA pour essayer de rembourser ses dettes. Il s'est officiellement retrouvé en faillite en
en 2010 avec environ 12,7 millions de dollars de dettes et il est passé de grosses villas et grosses voitures à colocation. Aujourd'hui, il est souvent impliqué dans des projets qui visent à éduquer les jeunes sur la gestion de l'argent pour les aider à éviter les mêmes erreurs qu'il a commises et ça, c'est franchement honorable. Bon, comme on a pu le voir avec les cas d'Antoine et de Boris, nombreux sont les athlètes ayant tout perdu en grande partie à cause d'un train de vie trop extravagant, mais maintenant, parlons d'un cas bien différent et bien plus sombre. Marion Jones, c'est une coureuse américaine qui, dès son enfance, a montré des aptitudes exceptionnelles en sport et plus précisément en athlétisme et en basket. Elle se démarquait tout particulièrement grâce à sa vitesse en sprint, elle mettait une vitesse à tous ses adversaires et avec le temps, elle a commencé à se faire remarquer par les plus grands noms de ce sport. Au lycée, elle s'est rapidement faite repérer pour ses talents en athlétisme et sur les parquets. Elle dominait quasiment toutes les compétitions locales et nationales auxquelles elle participait. Elle s'est mise à collectionner les titres nationaux et sa cote de popularité a très vite monté en flèche dans les années 90. Pour vous dire, en 1992, alors qu'elle avait seulement 16 ans, Marion était déjà considérée comme une espoir pour les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est dire. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu y participer à cause d'une blessure au pied, mais quand même, être pressentie pour les JO à un si jeune âge, c'est assez fou. Après le lycée, elle a poursuivi ses études et sa carrière sportive à l'université de Caroline du Nord, où elle s'est spécialisée dans un premier temps dans le basket. Ouais, de base, elle avait plutôt envisagé une carrière professionnelle dans le basket, mais finalement, c'était plutôt en athlétisme et plus précisément en sprint qu'elle avait le plus de potentiel. Elle a donc pris la décision de plutôt se concentrer sur sa carrière d'athlétisme sous la direction de l'entraîneur Trevor Graham. Retenez bien son nom à lui car on va en reparler très bientôt. C'est vraiment lors des championnats du monde de 97 et de 99 qu'elle s'est fait connaître pour la simple et bonne raison qu'elle a littéralement tout raflé pendant ces événements. Médaille d'or au 100 mètres et au 4 x 100 mètres en 97, médaille d'or au 100 mètres de nouveau en 99 avec un nouveau record en championnat fixé à 10 secondes et 70 centièmes, en plus d'une médaille de bronze en saut en longueur. Ouais, franchement, elle était pas mal polyvalente, faut le dire. L'an 2000 fut clairement l'année du pic de la carrière de Marion Jones, grâce notamment à un événement en particulier, les Jeux Olympiques de Sydney. Pour ces Jeux, Marion, elle était plus qu'ambitieuse. Elle a annoncé vouloir y décrocher 5 médailles d'or, un exploit qui n'avait jamais encore été réalisé en athlétisme, littéralement. Elle voulait marquer l'histoire, et elle l'a fait. Bon, elle n'a pas réussi à ramener les 5 médailles d'or, elle en a finalement décroché 3. Une en 100 mètres, une en 200 mètres et une troisième en 4 x 400 mètres, en plus de 2 de bronze, en saut en longueur et en 4 x 100 mètres. À partir de ce moment-là, Marion Jones est devenue une vraie superstar de l'athlétisme à l'international. Et naturellement, l'argent a commencé à affluer. Naturellement, elle s'est mise à investir dans des biens immobiliers. Elle a par exemple acheté une grande maison en Caroline du Nord, une autre à Chapel Hill, quelques villas à droite à gauche, bref. Elle s'est mise à acheter plusieurs voitures de sport, des vêtements de grande marque, tout en partageant sa richesse avec la plupart de ses proches. Pour l'instant, on est encore une fois sur un schéma plutôt classique. Contrairement au précédent cas que je vous ai cité, Marion, elle gardait un lourd secret. Après ces fameux Jeux Olympiques de Sydney, des suspicions de dopage entourant Marion Jones ont doucement commencé à émerger. Sa rapidité, sa puissance et son endurance exceptionnelle en a impressionné beaucoup. Mais à la vue de ses performances, certains sont restés sceptiques. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette affaire. 3 ans plus tard, en 2003, coup de tonnerre, l'affaire Balco éclate. Pour faire simple, le laboratoire Balco, qui fournissait des suppléments nutritionnels à des nombreux sportifs aux US, a été impliqué dans un très gros scandale de dopage. Ce labo a été accusé d'avoir fourni des stéroïdes anabolisants et d'autres substances dopantes à plusieurs athlètes de haut niveau, y compris des substances non détectables à l'époque par les tests standards. L'un des premiers lanceurs d'alerte fut Trevor Graham, ni plus ni moins que l'entraîneur de Marion Jones. En juin 2003, il a contacté anonymement l'USADA, l'agence américaine antidopage, pour accuser des athlètes d'utiliser une substance indétectable lors des contrôles antidopage. Lors de cet appel, il a désigné le propriétaire du labo Victor Comte comme responsable du trafic et il a envoyé pour preuve une seringue ayant été utilisée par des athlètes. Le petit nom qu'ils ont donné à cette substance mystérieuse ? The Clear. Non, on va pas se mentir, franchement ça claque comme nom. Une enquête de grande ampleur a alors été ouverte et une perquisition a été effectuée au siège du laboratoire Balco 2 mois plus tard. Là-bas, les enquêteurs y ont trouvé des hormones de croissance, des stéroïdes et surtout une liste bien fournie de clients. Baseball, boxe, athlétisme, football américain ou encore cyclisme, la liste des clients était pas mal chargée, mais parmi tous ces noms d'athlètes plus ou moins connus, les enquêteurs y ont trouvé celui de Marion James. Cette découverte a été un choc pour toute la communauté.
ça a vraiment été vécu par beaucoup comme une trahison. Elle était perçue comme l'une des athlètes les plus talentueuses et dominantes de sa génération, et sa communauté de fans était particulièrement grande. Ils sont tous tombés de très haut quand la nouvelle fut répandue. Le truc, c'est que ce fameux stéroïde qu'il nommait The Clear, comme je vous le disais plus tôt, il a été conçu pour être indétectable par les tests de dopage de l'époque. Il permettait aux athlètes d'améliorer leur masse musculaire, leur force et leur endurance, le tout sans se faire cramer. Et avec cette découverte, tous les records et les accomplissements de Marion ont été remis en question. À tout moment, elle a juste triché en cachette depuis ses débuts en fait. Son palmarès n'avait clairement plus la même saveur avec ces accusations. En octobre 2007, Marion Jones avoue avoir utilisé des stéroïdes entre 1999 et 2002, après qu'une lettre à ses proches a été révélée. Le 8 octobre, elle annonce publiquement avoir pris des substances dopantes avant les JO de Sydney en 2000, et elle met fin à sa carrière par la même occasion tout en rendant ses médailles qu'elle avait gagnées lors de ces jeux. 3 d'or et 2 de bronze, je vous le rappelle, hein, c'est pas rien. Et pour finir, en janvier 2008, quelques mois plus tard, elle est condamnée à 6 mois de prison pour parjure dans l'affaire Balco. Bon, le truc avec tout ça, c'est que non seulement elle a perdu ses contrats très lucratifs de sponsoring, mais aussi sa réputation. Et ça l'a empêché de trouver d'autres opportunités de revenus. En parallèle, ses frais juridiques élevés et sa condamnation à une perte de prison ont aggravé sa situation financière, ce qui l'a entraîné vers la faillite. Elle n'avait plus du tout les moyens nécessaires pour entretenir son niveau de vie très onéreux. Aujourd'hui, Marion Jones vit à Austin où elle travaille comme entraîneuse personnelle et coach de fitness, et elle s'est également reconvertie en conférencière. Elle partage son expérience et ses leçons tirées de son passé, et franchement, c'est très respectable. La leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut jamais prendre le succès et l'argent pour acquis. Et accessoirement qu'il faut pas se doper, enfin ça c'est plus classique. Ces histoires, elles nous prouvent que peu importe le revenu, peu importe le niveau de vie, tout reste très instable en fait. T'as beau avoir 100 millions d'euros un jour, si tu les utilises mal, tu peux très facilement retomber à zéro. C'est beaucoup plus simple de passer de 100 millions à zéro que l'inverse. Vous me le dites si je dis des banalités. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo sur cette chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner, ici je poste une vidéo par semaine sur des petites histoires de sport comme celle-là. Et sur ma chaîne principale, je fais des vidéos plus longues sur des histoires plus complètes. Moi je vous dis à mercredi prochain. Allez, salut!